Alors moi, je vais introduire comment le collectif Stop Démolition s'est constitué. Il s'est constitué à peu près en février 2023 lors d'une manifestation au siège dans l'ANRU il a eu la vertu de réunir en fait l'ensemble énorme, enfin jusqu'à aujourd'hui 90 collectifs locaux qui sont à travers toute la France, qui luttent localement chacun pour résister contre la démolition de leurs biens et de leur lieu de vie notamment. Et aussi sont arrivés les organismes locataires et les professionnels de la ville. Et ça a permis, aujourd'hui, on a plus de 1000 signataires de l'appel initial. Et ça nous a permis, notamment durant toute l'année entre 2024, de commencer à nous organiser pour aller dans les instances importantes pour que cette question, elle soit pas que des luttes locales, mais qu'elle soit, on ait la force de ce collectif pour aborder les différents espaces de décision. Et notamment, aujourd'hui, on s'attelle à celui le plus haut, puisqu'il nous a tendu la main à travers le lancement de ce sujet des 10 quartiers de demain. C'est pour ça que nous, on est là d'une certaine manière aujourd'hui, puisque notre volonté est de faire cesser dans les plus brefs délais la démolition des immeubles en cours. Et donc, juste, je vais introduire les différents collectifs qui sont parmi nous aujourd'hui, qui ont réussi à venir jusqu'à Paris ou alors qui sont à distance grâce à Zoom. Aujourd'hui, on a la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, la Maladrerie à Aubervilliers, Almagar à Roubaix, Le Saule à Orly, Étouville à Amiens, à Valenton la Lutèce, à Toulouse le Mirail, à Évreux la Madeleine, à Nîmes Pisevin Val-de-Gour, à Besançon la Planoise, voilà. Donc on a aujourd'hui là, on a un petit panel des collectifs locaux qui se mobilisent très fortement, avec pour certains des avancées et pour d'autres des catastrophes en cours. Voilà. Parmi les organismes locataires et qui vont intervenir, alors vous avez tous ces organismes sont présents sur la scène. Parmi les organismes locataires, il y a le droit au logement, il y a la CNL, il y a l'appui qui est alternatif pour des projets urbains ici et à l'international, et il y a le collectif Passe en nous, qui sont des organismes qui assistent les locataires localement, et notamment qui sont consignés l'appel et qui luttent avec nous pour faire cesser les démolitions des quartiers. Ensuite, dans les professionnels de la ville, on a été rejoints par de nombreux, mais tout le monde n'est pas là. Et voilà. Il y a la SFU, la Société française d'urbanisme, la Défense Profession Architecte, la Frugalité heureuse et créative, qui est représentée par Philippe Madec, une architecte enseignante qui va intervenir tout à l'heure à distance, qui fait tout un travail avec nous sur tous les quartiers. Docomomo, l'association qui s'occupe du patrimoine moderne, le syndicat de l'architecture, House Europe, qui n'a pas pu venir, mais qui est, je dirais, le prolongement européen de ce que nous avions initié ici en France avec Stop Démolition. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet pour signer l'appel européen qui a besoin de signatures pour pouvoir que ça soit une question qui soit à l'objet de l'Assemblée européenne. Christophe Hutin, et puis peut-être des étudiants à l'architecture, mais je ne sais pas si j'en ai vu. Voilà pour la présentation des personnes. Alors rapidement, la phrase qui nous a d'une certaine manière engagés à faire ce courrier, c'est que le président de la République a rejoint en fait notre combat en disant d'abord valoriser l'existant et arrêter la démolition systématique, intégrer la transition écologique. Donc dans cette phrase, nous on est parfaitement d'accord. Après, sur le mode opératoire pour le faire, 10 quartiers pour nous c'est purement insuffisant. Des quartiers, alors parce qu'il y a d'autres quartiers, en tout cas pour les quartiers prioritaires de la ville, au sens entendu, il en reste 1532 à traiter, et donc ça veut dire de l'ordre de 5,3 millions d'habitants qui, dans cette histoire, ne font pas l'objet d'un réel investissement.
Donc ça, c'est la première chose. Pour nous, c'est très important de cesser de dilapider le capital social qu'on a aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi. Et du coup, nous demandons, avec notre lettre ouverte au président de la République, l'arrêt immédiat des démolitions en cours et programmées, la réalisation du concours de maîtrise d'œuvre avec la participation des habitants. Ça, c'est une façon de faire la ville qui nous semble qui devrait revenir, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de collégial et pas quelque chose de fermé à quelques équipes ou à presque peu d'équipes, c'est-à-dire où il n'y a pas de concurrence et il n'y a pas de logique. Voilà, on y reviendra. Donc nous, dans notre lettre, on écrit que l'architecture ne peut être limitée à des opérations de vitrine, elle mérite d'être mise au service de tous, en mobilisant tous les architectes, les urbanistes et paysagistes, pour travailler avec les principaux concernés, les usagers de ces quartiers. Pourquoi on dit ça? Parce que, grosso modo, on va rappeler pourquoi nous, on est foncièrement contre les démolitions. Parce que, tout d'abord, il y a une crise sociale aiguë. Les logements existants ont des loyers qui sont de l'ordre de 3 à 5 euros du mètre carré, et c'est ce qui correspond à la demande de logements sociaux aujourd'hui. Et c'est ce qui, alors que ce qui est construit à la place la plupart du temps de ces démolitions, c'est des loyers 2 à 7 fois plus chers qui ne permettent pas, notamment à ceux qui en ont plus besoin, d'accéder au logement. La deuxième raison, c'est qu'il y a véritablement beaucoup de fausses concertations et des délogements qui fragilisent le corps social, c'est-à-dire que les gens sont pris dans des mécanismes de production de la ville où, d'une part, ils sont rarement intéressés et rarement impliqués et par les services qui instruisent des dossiers ou qui les établissent. Ensuite, une des raisons aussi les plus criantes, c'est que nous sommes dans une crise aiguë du logement et qu'aujourd'hui, elle est extrême, puisqu'on voit réapparaître dans l'espace public, je pense que tout le monde a pu être sensible là-dessus, mais des bidonvilles. Et donc, nous, on considère qu'avec 4,2 millions de personnes mal logées, c'est-à-dire avec plus de 40 ans de régression sur ce fait-là, il faut cesser de faire des subsides avec seulement 10 quartiers. Il faut commencer à investir sérieusement la question pour répondre aux besoins. Voilà, donc aujourd'hui, on est quand même, pour rappel, à 4,2 millions de personnes mal logées, 350 000 personnes à la rue, 3 000 enfants, et d'année en année, ça s'aggrave. En 2024, juste pour un petit chiffre, ça c'est des chiffres qui ont été amenés grâce au DAL, seulement 21 000 logements sociaux PLAI, PLUS, c'est ceux qui sont les plus nécessaires à ceux qui ont eu encore plus de mal à l'accès au logement social, ont été créés. Or, parce qu'en fait, 48 000 seulement ont été produits et 27 000 ont été détruits. Donc à ce rythme, il faudrait près de 90 ans pour fournir un logement aux 1 900 000 demandeurs de logement. Donc ça, c'est une vraie crise sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque structurel de création de logements et la démolition aggrave la possibilité à tous d'offrir un logement décent. Ensuite, c'est une crise écologique, puisqu'il faut savoir que toutes ces constructions qui ont été faites au XXe siècle ont contribué au réchauffement climatique, puisqu'elles sont l'énergie grise de la température que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 12 degrés au-dessus des normales. L'avenir semble tout à fait dans cet environnement-là. Et donc, une démolition-reconstruction, les chiffres de l'ADEME révèlent que c'est jusqu'à 9 fois plus de gaz à effet de serre émis qu'une opération sérieuse de réhabilitation et de restructuration potentielle des logements. Donc, en soi, c'est une absurdité environnementale de se lancer dans ce type d'opération et de ne pas être circonspect dans la conservation de ces immeubles. Les dépenses engagées, c'est de la même façon, ne vont pas vers ce qui serait absolument nécessaire, c'est-à-dire urgemment les 30% des bâtiments qui émettent des gaz à effet de serre dans le total des gaz à effet de serre sont liés aux consommations et sont liés aux difficultés qu'on a à mettre en œuvre la réparation climatique des bâtiments. Voilà. Et notamment aussi, ça nous obère aussi la possibilité de supprimer
de faire en sorte de travailler sur ces logements qui vont devenir de plus en plus difficiles à vivre, puisqu'ils datent des années 70, ils étaient avant les premières réglementations thermiques, et donc aujourd'hui, en été, c'est souvent des fours. Le dernier point, c'est la crise financière, c'est savoir qu'une opération de démolition-reconstruction, à minima, en général, c'est 2,5 fois le prix d'une opération de rénovation sérieuse. Xavier vous parlera peut-être, mais eux, ils ont fait des calculs, ils sont plutôt à 4 fois le prix d'une opération normale. Et voilà. Le dernier point, c'est que nous, on considère que donc, tous ces quartiers, ils ont leur qualité. Ils ont été fondés, c'est une œuvre, certainement l'une des plus belles œuvres françaises du XXe siècle. Ils ont été fondés au début, à la seconde moitié du XXe siècle. Ils ont été fondus avec des principes et des caractéristiques extrêmement généreuses. On n'a pas malheureusement su les entretenir sur la durée, parce que là, structurellement aussi, c'est un sujet que nous défendons. C'est-à-dire qu'il faudrait, avant de considérer que la chose est morte, il faudrait d'abord l'entretenir et savamment, et y mettre les moyens, l'entretenir et la maintenir de façon constante, et pas laisser les gens dans des situations souvent où on se demande pourquoi ils payent un loyer. Voilà. Et donc, il y a une vraie ambition, je pense, parmi les acteurs de la ville, notamment les architectes dont je fais partie, de revaloriser ces quartiers-là et d'en faire quelque chose pour l'avenir qui soit pour une fois égal pour tout le monde et qui permette de restituer tout ce qui manque depuis quelques décennies sur ce que l'on aurait dû faire sur ces quartiers. Je vous remercie. Alors, comme on a peu de presse, on va se donner la parole successivement. Voilà. Alors, Michel Rigby, qui est architecte, et je dirais, il est presque à l'initiative. C'est lui qui défend à Toulouse-le-Mirail les bâtiments de, comme disent Josy Couy. Non, pratiquement tout dit. Je voulais juste dire une chose. Il y a 2 jours se sont tenues des rencontres de l'ANRU. Et à l'occasion des rencontres de l'ANRU, ils ont porté la réflexion sur l'avenir de cette politique de l'ANRU. Et je voudrais dire 2 choses. Le président, Fergriette, de l'ANRU, s'est exprimé en disant qu'il s'agissait de défendre une politique de la ville concrète pour changer le visage des anciens grands ensembles. C'est totalement notre point de vue aussi, bien évidemment. Et il concluait son discours et son propos en disant « C'est très important pour les habitants des quartiers. Pour le modèle français de ville durable, il y a des millions de Français concernés qui ne vivent pas dignement, qui sont en situation de précarité énergétique, qui connaissent une stigmatisation à cause de leur adresse. » Alors, toutes ces questions-là, bien évidemment, nous les partageons. Mais ce que nous voulons discuter, c'est la manière, aujourd'hui, de travailler sur ces quartiers pour faire en sorte que ces quartiers, effectivement, permettent de vivre dignement, d'être logés dignement, de retrouver des conditions normales de fonctionnement pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qui, pour nous, en tant qu'architectes, est très important, des savoirs de l'architecture et de l'urbanisme, pour répondre à ces besoins. Mais comment faire pour qu'on réponde en travaillant avec les habitants, autrement que par des concours qui permettent justement de faire toute la recherche nécessaire, indépendante des architectes, pour travailler avec les habitants, pour faire avec les bâtiments, non pas pour les démolir, pour faire avec les gens, non pas pour les détruire, mais pour au contraire travailler intelligemment pour faire ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, utiliser la matière grise au compte des besoins humains. Et voilà, donc, en ce que nous disons simplement, c'est que nous allons nous adresser également au président de l'ANRU, dans la foulée de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous allons lui demander rendez-vous, et nous allons lui expliquer pour quelles raisons nous estimons aujourd'hui qu'il faut mettre en avant ce travail à la fois pour ne pas démolir, mais pour travailler intelligemment avec les savoir-faire à travers des concours. Des concours parce que quand on a à faire des concours, je suis désolé de le dire, c'est extrêmement important, ça veut dire qu'on rend en quelque sorte cette question publique. Un concours d'architecture, un concours d'urbanisme, ça fait que ces questions d'aménagement prennent un caractère public qu'ils ont réellement, à la fois pour la société, pour la citoyenneté, pour la cité. Et donc, de ce point de vue,
nous pensons qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait cette convergence entre les aspirations des professionnels à faire intelligemment et correctement leur métier et leur travail, et les aspirations des habitants à habiter correctement, à vivre dignement dans leur quartier, à pouvoir poursuivre leur vie, leur existence dans des quartiers dans lesquels ils sont nés, dans lesquels ils ont évolué, etc., etc. Voilà, je voulais simplement rajouter ce petit propos, parce que, d'une certaine manière, les réflexions de l'ANRU, dans ce qu'il en est dit, y compris dans la presse, on n'entend plus parler de démolition. Tant mieux, tant mieux. Mais il faut passer des paroles aux actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que toute cette réflexion qu'on essaye de pousser, d'initier, etc., parce que même si la presse n'est pas là aujourd'hui, dans sa grande majorité, il ne faut pas se dire que nos propos sont sans écho. Nos propos ont un écho. Ils ont un écho partout et il faut l'amplifier, cet écho-là. Et il faut l'amplifier, et nous remercions tous les présents, y compris les représentants d'associations, d'architectes, de syndicats qui sont présents aujourd'hui, parce que je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de faire valoir cette convergence pour répondre aux besoins de la société. On va... Myriam Co de la SFU et nous a fait une petite vidéo. Elle a travaillé avec Florian, qui est à côté de moi, sur Almagar, où il y a quelques avancées quand même, on en a un peu discuté, mais légères, mais quelques avancées pour que ça aille dans le bon sens. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les décideurs, collègues, les urbanistes s'adressent à vous. 10 quartiers de demain, même à vocation d'expérimentation réplicable, n'est pas à la hauteur des défis de masse que rencontrent les quartiers. C'est une politique symbolique. Parallèlement, se poursuivent d'autres actions ambitieuses. Bien sûr, l'articulation et l'expérience acquise par les écoquartiers, mais qui seraient dotées de moyens corrects d'accompagnement. Et puis enfin, des actions ambitieuses sur le pacte social HLM et privé dégradé partout, avec l'appui de l'ANRU et même sans l'ANRU. Nous sommes dans une situation de pénurie de logements et une crise de l'accès au logement. L'urgence consiste à mettre en place un moratoire sur les démolitions en rue pour faire bifurquer la quasi-totalité des projets sur de la réhabilitation. La stigmatisation de fait des quartiers d'habitat social invisibilise la réalité très forte de l'attachement des habitants à leur quartier. La force principale de la régénération urbaine et sociale, ce sont les habitants existants et leur capacité d'agir qu'il faut soutenir. L'urgence sociale se croise avec l'urgence écologique et le gâchis d'argent public dans un contexte de déficit budgétaire. C'est pourquoi nous ne pouvons plus financer démolition et reconstruction pour aboutir un jour à somme nulle en matière de production d'offres supplémentaires. Par ailleurs, notre économie extractiviste pèse aussi sur les limites planétaires et nous avons l'ardente obligation de réemployer ce que nous avons déjà. Nous réclamons d'abord la poursuite du déploiement d'un ANRU 3 qui serait axé sur la réhabilitation pour les quartiers ayant encore besoin d'une profonde remise à niveau en termes aussi de mobilité, d'espace public, d'équipement et de nature en ville. Nous réclamons la refonte du système d'appui au mouvement HLM. Les organismes de logements sociaux ont été privés progressivement d'un grand nombre de moyens et soumis à des obligations inadaptées. Les retraits de sources de financement ont gravement compromis leur capacité propre d'action. Cette situation doit changer et être prise en charge sérieusement. Nous aimerions un état des lieux, une feuille de route dans le temps pour la rénovation HLM de tous les quartiers, qu'il y ait géographie prioritaire ou pas. Nous réclamons une attention nouvelle aussi pour la qualité patrimoniale des ensembles architecturaux et urbanistiques remarquables ou ordinaires du XXe siècle. Un inventaire raisonné de valorisation doit être prévu avant toute intervention. Le moratoire doit immédiatement s'appliquer sur les ensembles signalés par le collectif national contre la démolition, les conseils de l'ordre des architectes, le conseil des Français des urbanistes et les associations de défense du patrimoine telles d'Autocomomo le réclament. L'articulation de la politique urbaine gérée par le ministère de l'Aménagement et du Logement avec le ministère de la Culture pour les protections doit être mise en chantier. On peut dire que le ministère de la Culture est aux abonnés en sens sur cette question de la protection architecturale. Enfin, nous réclamons que l'ANRU soit doté des moyens de faire respecter les vertus de son propre règlement en matière de coproduction avec les habitants
et de transparence quant au diagnostic qui fondent les décisions publiques. Enfin, les professionnels de l'urbanisme et de l'architecture doivent aussi balayer devant leurs portes des projets impliquant des démolitions absurdes sur des ensembles patrimoniaux parfois de grande qualité, historiques, urbanistiques, architecturales, ou même tout simplement réhabilitables et presque toujours réhabilitables, doivent s'interroger au plan éthique sur l'acceptation de certaines commandes. Le rôle de conseil au maître d'ouvrage est de mise, orienté sur des réhabilitations vertueuses, socialement, écologiquement et économiquement, est notre devoir commun. Bon courage à tous. Je vais passer la parole à Sylvie Borges-Berger, tu te présentes. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis là au titre de Sauvons la Butte Rouge, donc une cité-jardin du XXe siècle au sud de Paris, une cité-jardin de 65 hectares, 3900 logements, tout à 99% des PLAI. Donc, et l'objectif de ce projet-là, même s'il y a aujourd'hui un retour un peu arrière de la mairie dans sa communication pour dire qu'on va réhabiliter, bien évidemment, c'est de gentrifier le quartier. Donc en fait, les propos vont plus porter, au-delà du côté architectural et de la protection du patrimoine, vont plus porter sur les désastres que cela crée au niveau de la population, parce que les gens subissent des relogements forcés, c'est très compliqué pour eux. On dit qu'on leur paye le déménagement, mais ça se passe pas aussi simplement que ça, parce qu'on apporte des cartons et débrouillez-vous. Donc quand ces personnes sont accompagnées avec des familles, ça peut encore être acceptable, c'est pas toujours le cas. On a souvent aussi des personnes âgées. Donc en fait, toutes ces personnes-là se retrouvent déracinées. En plus, pendant plusieurs années, savent qu'ils vont subir ce déménagement forcé, mais savent pas quand. Donc ça veut dire pendant 5-10 ans, ils vivent dans l'insécurité. Et ça, c'est très pesant pour eux. Si vous aviez l'occasion de vous balader dans cette belle cité-jardin, vous verriez que la population souffre beaucoup de cette situation de déracinement. On parle réellement d'un déracinement, parce qu'on empêche les populations de rester sur place, de garder leurs souvenirs, de partager tout ce qui s'est passé. Donc il y a réellement des opérations qui sont très très lourdes en termes de conséquences humaines en fait. Et on sait que, alors on n'a pas de statistiques sur la Butte Rouge, mais on sait que les gens qui sont déménagés forcés, quand ces personnes-là sont fragiles ou âgées, et les décès sont assez fréquents dans les 6 à 8 mois. Donc voilà toutes les conséquences que cela génère, quoi. Voilà. Et donc, on est réellement dans un contexte qui est très très dur pour ces habitants-là. Alors après, il y a évidemment l'autre aspect, c'est que pendant toutes ces phases de réhabilitation, démolition, reconstruction, c'est-à-dire plusieurs décennies dans le cas de la Butte Rouge, puisque ça a commencé maintenant depuis près de 10 ans, et on reloge personne. Il n'y a pas de primo-accédant, puisque tous les logements sociaux sont réservés pour reloger les gens sur place. Donc on amplifie l'absence de logements sociaux sur la région parisienne, puisqu'ils existent, mais on ne peut pas les affecter, les logements. On n'a même pas pu, pendant quelques mois, offrir des abris à des réfugiés ukrainiens. Voilà, pour dire que tout est vraiment très verrouillé à ce niveau-là, au niveau des logements sociaux. Donc c'est vraiment, ce contexte-là est très peu pris en compte, parce que c'est vrai que au-delà du fait qu'il n'y ait pas de co-concertation, tous ces aspects humains qui sont quand même pas du tout négligeables ne sont absolument pas traités, pas pris en compte. On pense que le bailleur va faire correctement son travail avec la mousse, ils appellent ça la mousse, donc on vient enquêter les gens pour connaître leurs désirs. Et prenons un exemple tout bête, mais une personne qui aujourd'hui occupe un 3 pièces, si cette personne est toute seule, on lui propose qu'un 2 pièces. Elle n'a rien demandé, mais on lui proposera systématiquement un 2 pièces. Donc il y a vraiment beaucoup de violence dans tout ça. Voilà, je voulais parler de ces aspects-là, et c'est vrai que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour, je m'appelle Madani Marzuc, je viens de Nîmes. Cette ville dans le Gard que vous entendez régulièrement parler d'ailleurs ces dernières années. Moi, j'attribue ça, vous savez, cette violence qu'il y a dans les quartiers Pisevin, Val-de-Gour, Chemin-Bas, Mas-de-Meng, je l'attribue à l'ANRU. Depuis l'arrivée de l'ANRU, on a tué le tissu associatif. On a fermé les services publics. On a tué les marchés. On a tué les commerces de proximité. Il n'y a plus rien. On vient de démolir, il y a même pas 2 mois,
deux immeubles de cité universitaire en plein cœur du quartier Pisevert. C'était deux immeubles qui offraient des logements aux étudiants pas chers. Et avoir des étudiants en plein cœur de la cité, c'était de la mixité, c'était de la culture, c'était de la richesse pour nos quartiers. Vous savez, quand on parle de la violence, comme on en parle en ce moment, les réseaux, le trafic et tout ça, d'ailleurs souvent, ce trafic-là, on l'attribue au problème du logement. Ben, on démolit parce qu'il y avait du trafic. Mais en réalité, c'est les habitants qui subissent depuis des années ces politiques qui ne les prennent pas en compte et qui, au contraire, les marginalisent, les discriminent et les met de côté, les chassent de leur quartier. On est en train de démolir, là, ça a commencé cette semaine, une tour qui était la tour la plus splendide du quartier Val-de-Gour, parce que ça a été fait dans les années 60. C'est des F5, c'est des F6. C'était une tour magnifique, c'était le luxe dans cette tour. Eh ben, c'est une tour qu'il aurait fallu réhabiliter, qu'on est en train de démolir en plein cœur du quartier, alors qu'il y a un taux de demande de logements sociaux très très important. Je vais conclure. Donc oui, il y a une lettre à Macron, il a fallu cette lettre. Maintenant, vu le mouvement national par rapport à cette question du logement, on ne le voit pas encore. Il serait temps que les mouvements, les partis politiques qui aujourd'hui sont en train de préparer leur campagne électorale se mobilisent sur cette question du logement et des quartiers populaires. Il faudrait que ça s'organise dans les villes où le problème du logement comme Marseille ou Lyon, que ça s'organise et qu'on puisse interpeller de manière forte pour les prochaines municipales et présidentielles la question des quartiers populaires. Merci Madani. Tu parlais de la qualité architecturale de ce qui vient de démoli. Si c'est possible, il y a Isabelle Conchero qui est en Suisse, qui souhaitait intervenir et qui travaille justement à essayer de révéler ce que dans les quartiers, les qualités en fait qui avaient été mises dans ces années-là. Et parce que en fait aujourd'hui beaucoup sont aveugles à ces richesses-là et que ce patrimoine-là aussi dont on parle en fait assez peu parce qu'on parle financier, écologique et tout ça, mais il y a aussi une perte patrimoniale d'un point de vue architectural assez forte et d'un point de vue confort aussi, parce que c'est souvent des logements qu'on ne sait pas reproduire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production du logement est moins bonne que la production de ces immeubles-là de l'époque, qui était une vraie générosité et il y a un vrai moment d'inventivité du logement. Cette tour, elle est en cours de démolition, ça a démarré cette semaine, alors qu'on devrait arrêter les démolitions et on pose un moratoire, on discute avec les gens. Personne n'a été consulté, personne on a demandé l'avis, ça se décide là-haut. Non, c'est bon. Moi, je suis architecte, je m'intéresse depuis plusieurs années à la question des démolitions et c'est on va dire, il y a deux choses, un constat dans tous les quartiers que vous avez déjà aussi partagé, c'est très, très forte stigmatisation et absent des regards positifs sur ces quartiers qui ont pourtant de nombreuses qualités. Et quand on, à la lecture de plusieurs documents et des documents officiels, des présentations de la rue ou des décisions de démolition, il y a, je dirais, jamais un mot positif qui essaie de révéler des qualités de ces quartiers. Pour moi, je pense, dans la lettre d'Emmanuel Macron, il parlait de valoriser l'existant. Moi, je trouve que c'est parmi d'autres actions à mener, ça c'est un élément, un point de départ fondamental. Il faut commencer par revaloriser ces quartiers, changer les regards qu'on porte sur eux en termes et révéler les qualités qui sont tout d'abord révélés par les habitants eux-mêmes, qui sont conscients, on va dire, des défaillances, mais aussi des qualités de leur lieu de vie, et aussi qui sont mis en valeur par plusieurs professionnels, architectes, urbanistes, paysagistes ou autres.
Et cette qualité, c'est, voilà, il faut arrêter de dire que ce sont des quartiers sans qualité, il y a vraiment des typologies de logements extrêmement innovantes, qui sont toujours d'actualité, toujours qualitatives, et on va dire plus qualitatives que la moyenne de typologies de logements qu'on peut construire aujourd'hui. Il y a aussi la qualité des espaces communs, que ce sont des espaces de rencontre et que dans beaucoup de cas, ce sont aussi des espaces verts. Et aujourd'hui, en termes de questions aussi environnementales, il y a bien évidemment on va dire la perte de ce qu'on appelle l'énergie grise, toute l'énergie qui est dans ces structures qui existent, mais surtout, et peut-être on parle un petit peu moins, il y a aussi la démolition des grands espaces verts, qui sont des espaces on va dire d'un point de vue social, mais d'un point de vue et aussi environnemental extrêmement important aujourd'hui face à la crise climatique. Et il y a aussi toutes ces démolitions des espaces verts, des arbres qui ont poussé pendant 50 ans, des espaces naturels qui est aussi voilà, concerné. Du coup, je pense que c'est, on va dire, ce travail de valorisation des quartiers pour vraiment faire ressortir les qualités comme point de départ pour pouvoir pas les figer dans le temps, pour pouvoir les rénover, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les faire évoluer. Et surtout, pour avoir aussi des politiques de maintenance sur le long terme ambitieuses qui permettent que ces quartiers ne se retrouvent pas dans 10, 15 ans, même si on les rénove encore dans une situation qui pourrait pour certains justifier la démolition. Ça, c'est un point très important pour pouvoir avoir vraiment des politiques de rénovation et de transformation qui partent de la valeur de l'existant, la valeur architecturale, environnementale et sociale. Merci. Et je ne sais pas si Christophe Hultin, parce que je m'excuse, je suis arrivée en retard, il a déjà pris la parole, mais lui, en tant qu'architecte qui a une expérience extrêmement intéressante et importante dans la transformation des logements, parce que des exemples existent, ça c'est aussi très important à le dire, et c'est pas qu'on est en train d'inventer quelque chose, il y a heureusement aussi des exemples qui montrent que la transformation et la transformation qualitative et la transformation en tenant en compte des habitants des quartiers existent, et je pense que Christophe Hultin, il pourrait témoigner de son expérience dans la pratique. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci à tous d'être venus dans un premier temps. Moi, c'est Vertrès Florian, je suis à la tête d'un collectif d'habitants à Roubaix dans le quartier de l'Almagar, qui mène une lutte aujourd'hui depuis 3 ans contre un projet de rénovation urbaine de l'ANRU, complètement insensé et qui va à contresens de l'histoire. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est reparler un peu de l'exemple qui est le nôtre et de notre quartier et de son histoire. Nous, notre quartier a fait preuve d'une expérience unique en France, à travers le premier APU de France, donc le premier atelier populaire d'urbanisme de France. Et c'est à l'Almagar que le premier quartier de France a été imaginé par et pour ses habitants. Une démarche participative exemplaire, et qui a donné des résultats aussi exemplaires, parce qu'aujourd'hui, ce quartier est considéré comme l'un des 4 exemples architecturaux français, dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain, a reçu le premier prix européen d'architecture. Et aujourd'hui, c'est tout ce patrimoine matériel et immatériel que l'ANRU, la municipalité, a pour projet de démolir. Donc, moi, j'étais aux 2 journées de l'ANRU, hier, avant-hier, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, mais encore une fois, comme on le dit, entre la parole et les actes, il y a toujours un monde. Et j'ai entendu, comme je le disais, pas mal de choses intéressantes qui se relient très souvent avec nous, ce qu'on met en avant. Dans ces projets urbains, on parle beaucoup d'urbains, mais jamais des sociologues. Où sont les sociologues ? Pour intervenir dans ces quartiers, il faut le faire avec minutie, avec amour, et il faut les comprendre, ces quartiers. Aujourd'hui, ces quartiers ne sont pas compris. Les architectes qui y travaillent ont une idéologie personnelle de la vie quotidienne qui n'est pas celle des habitants des quartiers. Nous, dans nos quartiers, notre manière de vivre, notre mode de vie, c'est de prôner l'amour du commun, le vivre ensemble. Ces gens, aujourd'hui, résidentialisent des quartiers comme les nôtres, qui ont été imaginés dans une cohérence de vivre ensemble, avec une ineptie la plus totale. J'ai entendu hier un maire dire « Moi, j'ai donné les clés du camion à mes habitants. » J'ai donné les clés du camion à mes habitants parce qu'en fait, moi, je n'habite pas ce quartier. Je n'habite pas ce quartier. Alors oui, je le connais, mais je ne l'habite pas, je n'ai pas cette maîtrise d'usage. Et je ne sais pas forcément ce qu'il faut pour ces habitants à l'avenir pour ce quartier. Et donc moi, je leur ai donné les clés. Et en réalité, il a dit aussi une chose que nous mettons en avant depuis le début. Oui, il faut de l'urbain dans nos quartiers, il faut intervenir, il faut faire de la rénovation thermique, tout ça. C'est pas un sujet.
Mais avant tout, dans ces quartiers, la vraie problématique, elle est sociale. Nous, ce qui a tué l'Almagar dans les années 90, c'est la misère sociale sur la misère sociale. C'est pas l'architecture, c'est pas l'urbanisme, c'est la misère sociale sur la misère sociale. Donc, comme le disait ce maire, et il a totalement raison pour le coup, c'est faisons une transformation sociale avant d'imaginer une transformation urbaine. Et c'est quelque chose de super intéressant. Et j'aimerais continuer parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent. Et très souvent, comme je le disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai mis le micro un peu loin, ces réunions de participation qui sont imaginées, c'est un semblant d'écoute pour respecter l'article 1.3 de la réglementation de l'ANRU, mais on est sur du semblant d'écoute. Faut mettre fin à ce semblant d'écoute. En réalité, ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est outiller les habitants, laisser parler leur créativité et leur maîtrise d'usage, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est ça. Et vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Almagar aujourd'hui fait partie de l'un des 4 exemples architecturaux français dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain. Parce qu'on a laissé parler la créativité des habitants. Aujourd'hui, c'est tout ce patrimoine qu'on souhaite balayer d'un revers de main pour un projet complètement spéculatif qui est de créer une dent creuse et des réserves foncières, ce qui n'a complètement aucun sens. Et je vais synthétiser parce que sinon je pourrais en parler des heures, mais Anne-Claire Mialot, qui est la directrice générale de l'ANRU, pour ceux qui ne le savent pas, identifié il y a un an 11 quartiers problématiques. Aujourd'hui, elle en identifie 20, une vingtaine. Comme quoi, en un an, le chiffrage a doublé. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais chiche, Madame Mialot, il y avait un quartier identifié où il y a des problématiques. Chiche. Mettons les choses à plat, discutons, échangeons. Déjà sur ces 20 premiers quartiers, imaginons de ce qui pourrait être fait. Et ça serait déjà mettre un premier pied dans la porte et montrer le bon sens qui est le leur dans leur fameuse journée de l'ANRU. Et j'en terminerai là-dessus parce que c'est aussi la lettre à M. Macron qu'on a remis avec le collectif national. M. Macron disait sur les quartiers de demain, chacun doit avoir dans son environnement quotidien une part de beauté. La relation aux beautés ne devrait pas être l'exclusivité de quelques-uns. Il a poursuivi. Il faut valoriser l'existant et cesser de démolir. Révéler les qualités intrinsèques du bâti, construire la ville sur la ville, favoriser la réhabilitation plutôt que la destruction, qui est un traumatisme pour les habitants, une aberration écologique. Il faut associer pleinement les habitants au projet, leur donner une voix dès le début, les intégrer au jury décisionnaire. Chiche, Monsieur le Président. C'est tout ce qu'on demande, nous. Chiche, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie. Merci Florian. Je vais donner la parole peut-être justement, puisque tu venais de parler de la question de la participation à Passe en nous, qui est représentée par Xavier aujourd'hui. Est-ce que Xavier, tu veux bien nous parler de ces dispositions, notamment pour pouvoir permettre que la ville se co-construise avec ses habitants? Moi, je suis Xavier Desjonquers de la commission rénovation urbaine d'Étouvie, un quartier HLM d'Amiens. C'est un quartier de 3000 logements HLM, construit de 1957 à 1976, et pour lequel il y a un programme de démolition de 825 logements qui ont commencé il y a plus d'une quinzaine d'années et qui se poursuivent. Donc, je vais dire deux mots, 2 programmes de démolition. Il y a 232 logements qui sont en cours de démolition. On s'est battu depuis 2016 contre cette démolition. Près de 80% des locataires étaient opposés à la démolition. On a fait des enquêtes au porte-à-porte auprès des locataires. On en a touché 95% qui se sont exprimés. Les habitants trouvaient les arguments débiles. Les principaux arguments pour démolir partiellement des bâtiments ou complètement un autre bâtiment, c'était de créer des percées dans le quartier, alors que de grands passages et de larges passages existent sous ces bâtiments ou qui peuvent être réalisés ou recréés, puisqu'ils existaient et ils ont été supprimés pour créer des locaux en rez-de-chaussée. Il y a eu un début de concertation, il y a eu un début de compromis avec le bailleur, parce qu'il avait bien conscience qu'il allait démolir des petits logements qui manquent cruellement dans le quartier et dans la ville. Et puis, un début de compromis avec la ville, que le bailleur a essayé de convaincre. Et puis, le bailleur et la ville sont allés à l'ANRU et sont revenus en nous disant il y a un diktat de l'ANRU qui, au nom de la mixité sociale, dit si vous ne démolissez pas tout le programme initialement prévu, il n'y aura plus d'argent de l'ANRU sur ce quartier-là, ni même sur la ville d'Amiens.
Donc au nom de la mixité sociale, finalement, ce qui n'était pas avoué, ben, on nous disait il faut faire des percées. Or, les 200 logements qui ont été démolis depuis 15 ou 20 ans ne sont toujours pas remplacés par des logements censés assurer de la diversification de l'habitat. Donc le quartier se vide, le quartier se meurt à petit feu, et comme chez vous, les commerces se ferment, les services publics s'en vont. C'était un quartier de 12 000 habitants, il n'y a plus qu'un peu moins de 7 000 habitants maintenant dans le quartier. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une bataille contre la démolition d'un nouveau programme, un nouveau projet de démolition, 362 logements, démolition prévue en 2029, aucune concertation. Il y a eu une réunion d'information publique après que la décision ait été prise, après le feu vert de l'ANRU, après la signature par le préfet de l'arrêté d'autorisation de démolir. On s'est battu pour obtenir des informations, donc en saisissant la commission d'accès aux documents administratifs pour obliger à avoir certains documents. On n'a pas eu tout. Le peu de documents qu'on a eu révèle les mensonges qui ont été proférés sur l'état du bâtiment pour faire décider le conseil d'administration du bailleur, pour faire délibérer le conseil municipal. Et donc, on est parti dans des recours au tribunal administratif, un recours contre l'arrêté préfectoral d'autorisation de démolition et un recours contre la décision de l'ANRU de financer la démolition sans respecter son règlement qui prévoit la co-construction. En conclusion, pour nous, il faut obtenir la transparence sur les études, l'étude de scénario de réhabilitation avant tout projet de démolition. C'est d'ailleurs le sens d'une partie de la loi climat et résilience sur les démolitions. Il faut un débat public contradictoire pour argumenter sur des bases objectives, sur des études ou des prétendues études. Et si ça avait été fait, ça aurait permis d'éviter d'utiliser le tribunal administratif qui aujourd'hui va servir et commence à servir pour échanger des arguments qui n'ont pas pu être échangés. Alors, en deux mots, notre expérience de la non-concertation nous a amené à faire des propositions. Ce sont les 9 conditions nécessaires à la co-construction qu'on a inventées de nous-mêmes à partir de nos expériences négatives de concertation, donc en 2016-2017. J'ai découvert récemment, parce qu'on travaille sur les recours en tribunal administratif, donc on fait du juridique, mais j'ai découvert qu'à côté du code de l'urbanisme, il y avait une charte de la participation du public, c'est comme ça qu'elle s'appelle, que pas grand monde n'a signé d'ailleurs, dans nos communes. L'ANRU l'a pas signé d'ailleurs, il y a des administrations qui l'ont signé, et que on retrouve que le b.a.-ba de la participation du public, on l'a nous-mêmes réinventé à partir de notre vécu en 2016 et que c'est absolument pas respecté. Quand on voit la Commission nationale du débat public et ses méthodes et ses pratiques, on découvre qu'il y a des méthodes, qu'il y a des possibilités de mettre sur le tapis la réalité des choses pour pouvoir en discuter. Et donc, de manière ludique, nous avons inventé en 2019 une proposition de loi sur interdisant la démolition des logements HLM sans l'accord majoritaire des locataires. Donc c'était un peu sommaire et on l'a joué dans un spectacle de rue lors de la fête dans la ville. Mais aujourd'hui, la coordination Passe en nous, l'association Appui, travaille sur la rédaction d'une proposition de loi d'initiative citoyenne qui est portée par au moins un député. Donc on avance là-dessus. Donc c'est une proposition de loi pour démocratiser la rénovation urbaine et le logement. Donc Passe en nous, en deux mots, c'est rassemble des collectifs d'habitants de quartiers populaires sur des sujets divers, pas seulement le logement, mais avec une grande importance donnée à la place des habitants. C'est bien pour ça qu'il s'appelle Passe en nous. Et certains collectifs sont confrontés aux démolitions. Beaucoup de collectifs subissent l'absence de concertation ou les concertations bidons. Voilà ce que je voulais dire. Merci Xavier. Donc en fait, la prochaine fois, c'est d'aller à l'ANRU. D'aller à l'ANRU pour leur demander qu'ils signent cette charte. Je vais donner la parole à Philippe de la Frugalité heureuse et créative. Je laisse te présenter. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir
pensé que je pouvais être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Philippe Madec, architecte et urbaniste et le coprésident du mouvement d'Afro-Égalité Rose et Créative. 17 000 signataires, on est dans 90 pays, on participe à une coalition internationale qui est dans toutes les COP, enfin, et nous sommes avec le pavillon d'Arsenal à Paris, les relais du House Europe, et je te remercie beaucoup d'avoir parlé de House Europe dès le début. Il est indispensable qu'on s'y mette tous, puisque finalement, si on y arrive aux millions de signatures, finalement, le fait de ne plus détruire et de baisser la TVA sur les biosourcés et géosourcés passera en avant. Le mouvement d'Afro-Égalité Rose et Créative a, depuis sa création, il y a maintenant 7 ans, toujours mis en avant cette notion, faut-il encore construire ? En tout cas, c'est la question qu'il faut toujours se poser. Nous, on dit qu'il ne faut plus jamais détruire non plus. Je me retrouve dans tout ce que vous dites, évidemment. Et on a essayé de faire passer des messages un peu simples. L'amour du monde, j'étais ravi de l'entendre ici. En fait, le travail que nous avons à faire au XXIe siècle, c'est pas de réparer le monde déjà là, même s'il y a besoin de le réparer un peu, c'est de réhabiliter finalement notre regard sur le monde. Donc on est très attaché évidemment à cette notion-là. Et on explique que plutôt que d'aménager les territoires ou d'aménager les villes, il faut arrêter d'aménager, il faut ménager. Et le ménagement, en fait, le soin, l'attention portée aux êtres vivants et non vivants et aux matières, c'est évidemment l'essentiel. Vous avez dit tellement de choses que je ne vais pas tout vous redire, mais je voulais juste vous rappeler, mais nous avons fait, à la demande de Cyril Dion, il y a quelques années, un livre qui s'appelle La commune frugale et le sous-titre, c'est la révolution du ménagement. Et la dernière note de cet ouvrage, c'est une note qui fait état d'un document publié le 20 décembre 2019 par l'ADEME, qui est en fait une des premières analyses comparatives d'opérations de construction, de démolition, reconstruction et de réhabilitation. Donc vraiment, si vous voulez rire et être heureux dans la vie, lisez ce texte-là. Et ça s'appelle « La construction neuve est beaucoup plus consommatrice de matériaux que la rénovation ». Et elle ajoute « plus rapide, moins polluante et moins chère ». Et c'est l'ADEME qui fait ce travail-là. Donc décembre 2019, bon, pour ma part, je fais aussi des travaux comme ceux que vous faites, enfin à titre personnel. Et j'ai récemment réhabilité un hameau de Maison Phoenix à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil qui est quand même une des villes les plus dotées par l'ANRU, et heureusement, parce que Val-de-Reuil était une catastrophe absolument incroyable. J'ai réhabilité un hameau de Maison Phoenix. Ça m'a pris 100 logements. Ça m'a pris, 4 ans avec la question du Covid. Juste à côté, j'avais fait un écoquartier de 100 logements. Ça m'avait pris 10 ans, voire 15 ans. Pour faire la réhabilitation de la Maison Phoenix, ça m'a coûté 5 fois moins cher que de réaliser les logements pour l'éco-hameau. Et le résultat, c'est que finalement, les gens qui se sentaient dévalorisés dans le hameau de Maison Phoenix se sont retrouvés réhabilités, au sens du retour en estime. Et ils ont créé une association pour vivre avec les voisins, avec leurs voisins. Ils se sentaient à la même, finalement, avec le même regard considératif que d'autres. Et finalement, de fil en aiguille, c'est tous les quartiers qui disent « et nous, et nous, et nous ». Donc on voit bien que tout le travail qui est lié à la réhabilitation, au retour en estime, c'est une manière aussi de faire en sorte qu'on arrête les ségrégations liées à l'économie, évidemment au social, on le sait bien, mais aussi à l'environnement et à l'énergie, tout simplement. Donc voilà, je suis là juste pour vous dire que le mouvement est évidemment avec vous, évidemment, mais ça tu le sais depuis toujours. Et qu'on continuera à être présent si vous en avez besoin. Et pour le coup, je t'offre ce petit livre. Oui, je l'ai déjà. Tu l'as déjà. Mais tu l'offres à Michel, par exemple. Je l'ai aussi. Tu l'as aussi. Ah bon, très bien. Ben, voilà. En tout cas, merci beaucoup aussi pour tout ce travail qui est fait. Et j'ai été le premier à recevoir le prix du projet citoyen en 2001. Donc c'est toute mon histoire, ça. Comment on travaille ensemble et tous ensemble. L'intelligence collective, je la connais par cœur, mais il y a tellement de choses qui aident à faire des projets mieux que quand on les fait seul. Voilà. Donc oui, ensemble, toujours ensemble, et il faut que ça devienne juste une manière de faire comme une respiration, quoi. Merci beaucoup. Merci Philippe. Je vais passer la parole au droit au logement ou au CNL qui sont des associations auprès des locataires. Alain.
Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, et merci effectivement d'être là avec nous. Donc Alain Goulon, représentant de la Confédération nationale du logement, la CNL. Je vais essayer, en 3 minutes, c'est jamais évident, mais voilà, je vais prendre un exemple concret pour vous expliquer pourquoi la CNL est contre les démolitions. Je vais éviter effectivement de citer le bailleur, etc. Ça sert à rien d'incriminer plus avant, même si c'est le genre de choses que je peux me permettre. Vous avez on a travaillé sur une résidence. Une résidence, le bailleur ne fait aucune concertation, même à peine une information aux habitants en leur disant « nous allons détruire la moitié des tours qui existent chez vous ». Et nous, on arrive, appelés par les habitants, et on constate que les tours qui sont détruites sont exactement identiques aux tours qui vont être rénovées et réhabilitées juste à côté. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas le pourquoi de la démolition d'une partie du patrimoine, alors qu'il est identique au patrimoine qui va être réhabilité. Et donc on fait toute une action, toute une mobilisation des locataires en ce sens, et on constate que les locataires, on leur a même pas demandé leur avis. Même pas de concertation, même pas d'information, rien. Qu'est-ce qu'on fait? On décide, avec l'appui de la mairie, on fait une votation citoyenne. Avec huissier, avec l'urne, une vraie urne, avec un vrai isoloir, et on fait une votation citoyenne en demandant clairement aux locataires, aux habitants, est-ce que vous voulez qu'on détruise vos logements? Ce qui nous a, nous, le plus étonné, et là je rejoins un peu l'amour qui a été dit par Florian, c'est pas tant le résultat, qui était à 93 ou à 94% contre la démolition, c'est que les gens qui venaient, c'est des gens à qui on n'avait jamais demandé leur avis. C'est des gens des quartiers populaires, comme tu as dit. Des gens à qui on ne demande pas leur avis, même que ce soit aux élections municipales, que aux élections régionales, à n'importe quelle élection. Ils n'ont jamais voté de leur vie. Il y a des gens qui venaient en pleurs en disant « c'est la première fois que je viens mettre un bulletin dans l'urne ». C'est ça qui nous a stupéfaits. C'est ça qui nous a dit « mais effectivement, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à des quartiers qui sont réhabilités, des quartiers qui sont détruits, des tours qui sont détruites. Il y a un problème à ce niveau-là. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « bah non, les démolitions, il y a peut-être autre chose à faire derrière. » Et la concertation, bien sûr, et je rejoins ce que Florian a dit, la concertation, c'est un grand mot. Nous, on n'est pas pour la concertation, parce que la concertation, les bailleurs estiment que c'est de l'information. Non, on est pour la co-construction. On est pour construire ensemble, vivre ensemble. Et bien évident que, et je rejoins exactement ce qui a été dit par le maire de Miramas hier, et ce que Florian a dit, c'est que même moi, j'habite pas dans ces logements-là. Moi, je leur dis aux locataires, aux habitants, c'est vous qui vivez là, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Comment vous voulez vivre? De quelle façon? Avec quel moyen? Avec quel jardin? Pas de jardin? Une route, pas une route? Une ruelle? Un jardin d'enfants? Que sais-je? La peinture bleue? Parce que souvent les bailleurs demandent ça. Donc voilà le problème. C'est-à-dire que nous, on est contre, mais je dis même pas moratoire, je dis même contre les démolitions de logements, parce qu'on considère qu'effectivement, on détruit du bien social, du bien qui a été fabriqué avec de l'argent public, en grande partie, et qu'on le détruit en plus pour ne pas reconstruire du logement social tel qu'il a été détruit. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que 70% de la population peut prétendre à un logement social. Or, dans les reconstructions, on ne construit que 20 ou 30% de logements réellement sociaux, puisqu'on dit qu'on veut faire de la mixité sociale, et donc on construit aussi de l'accession et du logement intermédiaire. Même si je n'aime pas le terme de mixité sociale, puisque la mixité, ça veut dire que les gens sont mélangés entre eux, font des choses ensemble. Mais ça ne construit pas de la mixité. Ce type d'opération crée de la diversité. On met les classes sociales ensemble, bien entendu, mais après, qu'est-ce qu'elles font ensemble? Si c'est pour se dire bonjour le matin et bonsoir le soir, il n'y a pas de mixité, il n'y a aucun mélange, il n'y a aucun vivre ensemble, il n'y a aucune construction sociale derrière. Et donc c'est ce qui manque à l'ANRU. Et d'ailleurs, Patrick Vergrit, le nouveau président de l'ANRU, l'a dit hier, mais l'avait dit aussi lors d'un conseil d'administration de l'ANRU, parce que j'ai pas l'honneur, mais l'avantage d'y participer. Il avait dit, jusqu'à maintenant, l'ANRU, c'était du bâti, il manque énormément de social. Il manque le social derrière tout ça. Ben chiche, je rejoins, chiche, mettons du social derrière tout ça, mettons du social. Les quartiers populaires, ça a été dit hier par un sociologue, j'ai adoré ses propos. Il a dit, mais les quartiers sociaux, c'est là que se fait la République. C'est là que se fait la fraternité, c'est là que se fait la solidarité, c'est là qu'il y a une plus grande liberté des choses, et c'est là qu'on enregistre les plus grandes pauvretés, les plus grandes instabilités. On en fait des ghettos pauvres. Et c'est pas moi, enfin le mot pour moi est vulgaire,
parce qu'on en fait des ghettos pauvres, mais je rappelle que s'il y a des ghettos pauvres, c'est qu'il y a des ghettos de riches à côté. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui vont décider, elles, de ne pas construire de logement social parce qu'elles estiment que le logement social, c'est les problèmes, c'est toute la misère du monde, etc. On en connaît des villes comme ça, des villes qui devraient être hors la loi et qui doivent construire du logement social. Je vais faire vite, promis. Mais je pourrais en faire des heures, moi aussi. Donc, bien entendu que nous sommes contre les démolitions. Je rejoins, bien entendu, il y avait 11, maintenant c'est 20 projets qui ont été répertoriés par l'ANRU comme problématiques. Chiche, effectivement, de mettre à plat et de dire on fait au moins un minimum un moratoire là-dessus, et puis construisons ensemble. Et dernière chose, promis, il y a un rapport qui a été remis effectivement en projet de faire un ANRU 3, un futur ANRU 3, à laquelle la CNL aspire grandement. C'est nécessaire de faire de la rénovation, et de la réhabilitation, bien entendu. Mais dans ce rapport, effectivement, il y a une prise de conscience et qu'il y a un manque de concertation et que les démolitions ne devraient pas être effectivement un dogme. On peut espérer effectivement que si une loi ou si quelque chose apparaît plus tard comme en rue 3, eh ben, les choses seront prises en compte. Mais en tout cas, on sera tous là pour défendre, bien entendu, et le moratoire et la co-construction. Merci Alain Volon. 20 quartiers, mais il en reste encore 1513 derrière. Voilà. Donc, voilà. Parce que si en l'espace d'un an, on est passé de 15 ou de 11 à 20, la situation économique et la situation sociale fait que peut-être ça va aller plus vite qu'on ne le croit. Je vais passer la parole à Hugo Franck du syndicat de l'architecture qui voulait nous dire un petit mot. On était chez eux hier pour défendre ce que l'on a à défendre. Merci. Oui, le syndicat d'architecture défend la réhabilitation depuis quelques mois, quelques années. Vous le savez ou pas, je ne sais pas, on porte nous des enjeux de réhabilitation. On essaye de les porter jusqu'à les porter dans la loi sur l'architecture pour faire valoir le fait, alors non pas on veut pas opposer la construction neuve à la réhabilitation, c'est pas ça. On dit que on dit ce que vous avez dit, quand c'est possible de réhabiliter, on réhabilite et on fait tout pour savoir si c'est possible de réhabiliter. Voilà, le sujet, il est là. Ensuite, je sais pas par où commencer. Moi, j'aimerais quand même parler de la butte rouge 30 secondes et des stratégies à adopter. On s'est battu, on était à vos côtés quand même plusieurs fois sur ce sujet de la butte rouge. On a écrit au président de la République, on a écrit au ministre de la Culture, on a écrit au service de l'architecture, au ministère de la Culture, toutes les lettres qu'on a envoyées ou qu'on a même envoyées par voie de presse sont restées lettres mortes. Et Rachida Dati a balayé d'un revers de main nos demandes qui étaient d'inscrire la butte rouge définitivement pour obliger la réhabilitation et pour obliger qu'il y ait un projet concerté sur ce patrimoine. Et quand on voit ce que l'État, les ministères font c'est symptomatique, c'est ça qui me pose problème, c'est quelle stratégie adopter pour se faire entendre, parce que la loi du marché est plus forte que la logique que nous défendons tous, c'est-à-dire comment faire pour que les habitants puissent vivre dignement. C'est la base de toute démocratie, ça. Comment on fait pour agrémenter la vie des gens, c'est ça notre boulot. Je fais court. Nous, le débat, c'est quoi? C'est de porter la réhabilitation, mais pas que la réhabilitation à l'échelle du bâtiment. On parle beaucoup de logement, là. Comment on fait pour sortir de la crise du logement? Oui, on réhabilite, mais il faut qu'il y ait plusieurs politiques qui soient mises en œuvre de manière transversale. Comment on réhabilite des logements vacants, mais comment on aide les propriétaires qui poussent la vacance à sortir leur logement de la vacance? Comment on fait retourner tous ces logements vacants et ils sont en nombre. Comment l'État aide les propriétaires à sortir ces logements de la vacance, comment nous, architectes, on peut rénover ces logements, comment on rénove et comment on réhabilite des centres-bourgs qui sont désertés, comment on réhabilite des entrées de ville qui sont sous-utilisées, comment on réhabilite des quartiers, comment on crée de la mixité. La mixité, elle n'est pas simplement à l'échelle d'un immeuble, elle est à l'échelle du quartier, comment on réfléchit. Comment cette histoire de transformation du cadre de vie des Français,
l'échelle devient un peu plus large pour sortir à la fois de la crise du logement et pouvoir loger 300 000, je ne sais plus combien, quel chiffre vous avez vous, 300 000 personnes à la rue, 350. Bon, il faut qu'on arrive à se voir plus régulièrement, je pense, pour porter d'une seule voix certaines choses, parce que c'est là où je voulais en venir. Les urbanistes ne peuvent pas porter leurs projets de leur côté, le syndicat de l'architecture les leurs, vous les vôtres, enfin, il faudrait qu'on arrive à avoir un peu plus de projets en commun pour pouvoir porter d'une seule voix une ambition forte pour arrêter de démolir quand on peut reconstruire et pour trouver une issue à cette crise du logement. Merci Hugo. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que ça rejoint ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est que, et au sein de la frugalité heureuse dont je fais partie, c'est qu'aujourd'hui, il y a un patrimoine bâti sous-exploité, non employé, conséquent. Partout où vous pouvez vous promener, vous verrez qu'il y a beaucoup d'immeubles inoccupés, inutilisés, et qu'il y a lieu, en premier lieu, de valoriser tout ce bâti existant. Il y en a même ici qui, depuis des années, prônent la réquisition pour pouvoir loger les gens dignement, notamment ces 350 000 personnes qui sont à la rue, voire d'autres. Parce qu'aujourd'hui, cette loi qui est inscrite depuis 1945 sur la réquisition des logements, elle existe, elle n'a jamais été véritablement mobilisée. Alors qu'il y a des urgences sociales de plus en plus criantes. Et nous, on se rejoint complètement. Et en fait, aujourd'hui, il y a un courant qui fait partie du Haut-Europe en partie, qui considère qu'il n'y a plus grand-chose à construire et qu'il y a véritablement énormément d'immeubles qui sont complètement vacants et qu'il faut réactiver pour traiter toutes ces questions-là. Je vais passer du coup, je vais en profiter et passer la parole à Étienne Recht du DAL. Bon, je me lève, parce que sinon, il y a un mur entre vous et nous. Oui, et le DAL, droit au logement, et moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. J'introduis par là parce que, effectivement, il y a un véritable problème de logements vacants, de très nombreux logements vacants, et c'est insupportable, en tout premier lieu, pour les militants du droit au logement que nous sommes, d'avoir des logements vacants en haut et des personnes sans logement en bas, quoi. Et donc oui, les raisons pour lesquelles ces logements restent vacants, il faut absolument les combattre. Bon voilà, et ça c'est le leitmotiv du DAL depuis toujours. Mais il y en a un autre, notamment, et c'est la question de la défense des logements sociaux. Et le DAL, depuis qu'il existe, dénonce les démolitions de logements sociaux. Depuis qu'il existe. C'est-à-dire que les démolitions ont même commencé avant l'ANRU. Et lorsque c'était Marie-Noëlle Lienemann, la gauche, etc., qui disaient « Ah oui, il faut, Roland Castro, embellir les quartiers, les désenclaver, créer de la mixité sociale, parce que ce sont des ghettos, parce que, voilà ». Et se sont engouffrés dans les veines de la théorie du ghetto. Eh bien, le DAL, déjà, à cette époque, disait « Mais en fait, non, on oublie une chose de ces quartiers, c'est qu'on oublie que ces quartiers, ils ont permis d'éradiquer les bidonvilles en leur temps. C'est des quartiers de logement qui ont permis cela. Et c'est ça qu'on est en train de démolir. Et nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et on le dit à l'appui de faits, de la démolition de ces quartiers HLM, de ces cités HLM, de ces quartiers d'habitat populaire. Eh bien, les bidonvilles sont en train de renaître. Parce que c'est de ça dont on parle. Très concrètement, c'est quoi? En 20 ans, d'ANRU, c'est 300 000 HLM démolis. Autant de sorties de parc si on y ajoute les ventes et les requalifications. Voilà, donc c'est le mot politiquement correct pour dire on enlève des logements sociaux pour en faire des logements pour les plus riches. Voilà. Donc voilà, 300 000 logements démolis. Et qu'est-ce que c'est que ces logements? Alors ils ont des super caractéristiques architecturales et j'apprends à mieux les connaître grâce à mes camarades architectes. Oui, mais ils ont deux autres caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'ils sont très bien situés. Ils sont situés en zone tendue, proches des bassins d'emploi, proches des services. Et la deuxième, c'est qu'ils sont pas chers. Moins de 5 € du mètre carré en moyenne pour les logements démolis. Et c'est là que ça devient complètement aberrant. Et c'est pour ça que le DAL s'est toujours mobilisé. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu un seul HLM en trop tant qu'il y aura un mal logé en attente de HLM. Tant qu'il y aura un mal logé en attente de HLM. Et là, on n'est plus à un mal logé en attente de HLM,
2 millions de demandes de logement social en attente. Dans chaque demande de logement social en attente, il y a entre 2 et 3 personnes. On parle de millions de personnes. À la simple échelle de l'Île-de-France, c'est 2 millions mal logés. Voilà. C'est 800 000 demandes de logement social qui restent en attente depuis X années. Et c'est des drames familiaux. Et voilà, c'est des gens qui s'entassent parce que une demande de logement social, c'est quoi? C'est des gens qui derrière sont hébergés chez des tiers, chez d'autres familles. Donc ça impacte énormément de monde, cette question du mal logement et de l'indignité. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Finalement, ces logements, oui, ils sont importants pour les habitants, mais c'est avant tout un bien commun. Moi, je suis locataire HLM. Là, je vois que je suis très content de voir que dans la salle, il y a des militants du DAL, comme Jacques, vraiment, qui défend les touraillots seul parfois contre tous, contre la mairie de Nanterre, contre tout le monde, qui défend les touraillots, qui sont même pas démolies toutes. Hein. Certaines sont démolies, d'autres sont requalifiées. Mais pourquoi? C'est pas pour lui. Il défend les touraillots parce qu'il sait qu'historiquement, ces tours, elles ont permis d'éradiquer les bidonvilles de Nanterre, parce que Jacques, il s'en souvient des bidonvilles de Nanterre. Et que je pense qu'il y en a plus grand monde qui s'en souvient. Il y a Fanny qui a couloué, quartier de demain, qui pourra peut-être nous en dire un mot, et évidemment Diabé au fond, là, que je remercie beaucoup d'être venu et qui se bat avec nous dans les Yvelines pour empêcher les démolitions un peu partout dans le département qui est saccagé en ce moment. Voilà. Voilà. Dernier mot, donc, sur 300 000 démolitions, 200 000 ont été faits dans des villes de gauche, dans des villes tenues par la gauche. D'accord? Et donc là, voilà, moi ce que je dis pour terminer là-dessus, c'est que, bon, s'il y a 20 ans, à l'époque, on pouvait y croire, parce que les matières premières étaient pas chères, parce qu'il y avait moins de demandes de logement social, parce que les classes moyennes accédaient à la propriété, etc., etc. Why not? On pouvait croire à ces promesses de la mixité sociale, etc. 20 ans plus tard, c'est l'heure du bilan. Le nombre de demandeurs de logements sociaux, il a explosé. Le nombre des conséquences sociales, sanitaires, sont en train d'exploser. Et pour autant, on continue de démolir, on continue d'être sur la même logique de défendre les mêmes types d'arguments. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est écoutez, ça suffit la folie, ça suffit les bêtises. Arrêtez les démolitions, défendez les HLM. Stop les démolitions, vive les HLM. Merci Étienne. Juste, nous on avait fait une petite étude au bureau, juste en prenant les valeurs de l'ANRU 1, c'est je crois 165 000 démolitions. C'est l'équivalent en habitants de près de 300 000 habitants, c'est l'équivalent d'avoir fait disparaître, grosso modo, l'habitat d'une ville comme Nice. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est que localement ça paraît rien du tout, mais là, globalement, quand on additionne les chiffres, toi tu as des chiffres encore plus importants, c'est des valeurs dont on n'a plus du tout les moyens, quoi. Mais alors absolument plus du tout les moyens. Je vais passer la parole à Orly et Florence. Merci. Donc, bon, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est formidable. Voilà, c'est très important de faire cette conférence de presse pour dire et redire et partager les analyses et les expériences. Moi, je vais surtout vous dire, en fait, vous exprimer en fait ce qu'ont exprimé les locataires dans le cadre d'une enquête publique numérique qu'on a fait il y a donc au mois de février à Orly, puisqu'il y a 674 logements qui vont être démolis dans une ZAC Aurore, dans le quartier des Saules, de la Pierre-aux-Prêtres, et c'est des quartiers du patrimoine, des bâtiments des années 60, donc c'est des très très beaux bâtiments en fait, hein, qui ont été très bien faits. Donc par exemple, on a fait du porte-à-porte, on a mobilisé, et les gens en fait ont participé à cette enquête numérique, malgré la difficulté d'accéder à cette enquête numérique. Et je voulais juste reprendre ce que dit Ruth. Ruth, ça fait 30 ans qu'elle habite au Saules, et elle dit « Je suis habituée à ce quartier, j'en ai vu l'évolution, je suis proche des transports T9, du RERC, et j'ai des commerces à proximité, pharmacie, boulangerie, épicerie, la poste. Au vu de mes problèmes de santé, cela me convient. D'autre part, mon logement est dans un état correct. Il est traversant avec cuisine séparée. J'ai 2 chambres et il n'y aurait plus droit, selon l'enquête du relogement, à ces chambres. Mon loyer me convient pour l'espace habitable. Pour toutes ces raisons, je ne souhaite pas la démolition de l'immeuble. Cordialement, Madame Billot, Ruth. J'en ai une autre, c'est une vieille dame de 80 ans qui est en fait ancienne... C'est une ancienne travailleur sociale. Elle était dans un, enfin, elle était
elle travaillait dans le foyer, en fait, enfin, non, pas dans le foyer, dans l'association de prévention, hein, donc dans les années 70, 80, 90. Et elle dit quoi? Donc, elle habite dans le quartier depuis plus de 40 ans, je pense, plus de 50 ans. Je viens un peu à la reprendre, ouais, parce que vraiment, c'est rapide. Donc, Catherine Gauthier, elle dit je veux rester dans le quartier des Saules avec les mêmes avantages, l'accès au tramway neuf et RERC, le docteur du quartier, la pharmacie et les commerces. Bon, elle dit pareil que Ruth, mais je veux conserver mes liens avec le voisinage. C'est une personne qui a fait beaucoup d'actions en fait culturelles sur l'accès à la lecture dans le quartier. Elle est très importante. Et elle s'épanouit dans sa vieillesse en restant dans le quartier. C'est quelqu'un de très important. Donc, et puis il y avait aussi Bafodé qui dit nous sommes bien ici, on veut rester au 17 allée Saint-Exupéry, on veut pas que notre bâtiment soit démoli, le bâtiment est bon. Puis il y avait aussi, là, je vais finir par Aïcha. Donc Aïcha qui dit je suis contre la démolition de mon immeuble. En effet, c'est une catastrophe à bien des points, une catastrophe sociale. Pour avoir sondé mes voisins, nous sommes majoritairement contre ce déchirement social. Des personnes âgées et des familles sont habituées, s'entraident, ont toute proximité et ont créé un lien. Une deuxième catastrophe écologique, nous sommes dans des logements pour lesquels il devrait y avoir une évaluation énergétique autonome. En effet, Valoffice nous classe en classe F, mais c'est impossible car nous avons des doubles vitrages et nous sommes sous géothermie, ce qui est le plus écologique aussi bien pour l'eau que pour le chauffage. Une école et un gymnase sont aussi concernés alors qu'ils sont en bon état et surtout un point central dans la vie du quartier. Économiquement, il serait plus viable de réhabiliter les bâtiments, les logements que de les démolir. Alors, je vois que tu veux que j'arrête. Au-delà de cela, je trouve ça inadmissible et il devrait y avoir une annulation car cette enquête publique intervient après que la municipalité nous a réunis avec Valoffice pour nous dire que la démolition est actée et nous donner des informations. Comment est-ce possible qu'une enquête intervienne après? Aucune concertation n'a eu lieu auprès des locataires, des familles et des équipes enseignantes. Voilà, ça elle parle de l'école puisqu'elle a longuement... c'est une école, c'est un patrimoine scolaire en fait, avec arboré, avec des grandes cours et il va être complètement démoli pour reconstruire une école plus petite dans le quartier. C'est à 100 mètres. C'est n'importe quoi. Donc, les habitants qui ont des enfants sont très, en fait, mobilisés aussi pour préserver ce patrimoine éducatif. Merci. Merci Florence. Merci d'avoir ramené la parole des personnes qui habitent là. Oui, il y a un événement qui est organisé lundi soir, justement sur les Saules, qui a essayé de réunir tout le 94 sur ces questions-là. Pour voir toutes les luttes. Devait y avoir Valenton, mais je vois que Yamina n'est pas là. Voilà. Il y a une espèce d'organisation aussi d'un point de vue départemental pour essayer de faire bouger les lignes sur ces sujets-là. Et chez Florence, c'est quand même assez inouï, c'est qu'ils ont lancé l'enquête publique où il y a des mensonges sur les données dans l'enquête même, sur les données entre la rénovation et la démolition reconstruction, alors même que les démolitions sont en cours. C'est-à-dire qu'ils demandent l'avis après avoir fait leur forfait. Voilà. Je vais passer la parole à Inès de Toulouse-Le Mirail. Bonjour, je suis venue un peu à la dernière minute, donc j'étais pas forcément dans le... J'étais pas forcément dans le programme, etc. Mais je prends la parole très rapidement pour me présenter. Je suis Inès Caillard, je suis architecte, je suis doctorante et je viens du quartier de Toulouse-Le Mirail où mes parents sont depuis les années 70. C'est un quartier qui est quand même assez iconique dans la lutte contre les démolitions puisqu'aujourd'hui, plus de 1400 logements sont prévus à la démolition dans le quartier et c'est encore en cours. En fait, le projet en rue ne fait qu'évoluer au fil des années et à l'horizon 2050 pour démolir en fait une grande majorité du patrimoine, qui est aussi donc un patrimoine moderne du XXe siècle par Georges Candilis. Et en fait, c'est un quartier en fait où il y a eu vraiment un défaut de concertation assez énorme et une prise de position en fait vraiment de la mairie qui a été complètement top-down pour la démolition du quartier et qui, contrairement à d'autres quartiers où des raisons peuvent être par exemple pour l'insalubrité ou le manque
tenue structurelle des logements, etc. Au Mirail, ça a vraiment été une démolition pour un objectif de gentrification qui est très clair et qui est assez assumé en fait d'ailleurs par la mairie. Donc c'est un quartier qui est iconique et dont je pense on parle déjà beaucoup, mais où aujourd'hui le projet est assez avancé. Il y a des démolitions qui sont en train d'être faites en ce moment même et cet été. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais... Merci. Je vais passer la parole à Catherine de la maladrerie à Aubert. Alors, donc, je vais parler de la maladrerie. C'est 900 logements sociaux réalisés par René Galloustet à côté du fort d'Aubervilliers. Mais auparavant, je vais faire une remarque justement sur les démolitions, parce que nous sommes à côté de la maladrerie, à côté d'un quartier qui s'appelle Émile Dubois des années 50, de 800 logements sociaux qui vont être, donc 400 logements vont être démolis pour être remplacés par du logement en accession à la propriété. Et il faut savoir qu'à Aubervilliers, on va perdre 600 logements sociaux, parce qu'on a aussi 200 logements à la porte de la Villette, qui fait l'objet d'une enrue aussi, d'un quartier qui fait l'objet d'une enrue. Et donc, à Aubervilliers, on a 8000 demandeurs de logements, et on perd déjà 600 logements avec l'enrue. Alors, il faut aussi savoir que Aubervilliers est en quartier prioritaire de la ville, donc la ville annonce toujours que les habitants qui veulent être logés à Aubervilliers le seront, mais c'est impossible. Donc, la ville ment par rapport à ces relogements. Alors, je voudrais dire aussi que nous, on a répondu, on a un collectif à la maladrerie qui est assez actif, on a d'habitants et d'associations, on a répondu au rapport à la convention de l'ANRU, et alors ça, je vais répéter parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà entendu, que dans la convention, dans le chapitre des relogements, il est indiqué que l'ANRU a bien conscience que les habitants qui vont être évacués, déménagés, plus loin, peuvent sentir un sentiment de relégation. Vous voyez ce que ça veut dire, relégation. C'est mis dans un endroit plus loin, dans une situation inférieure. Et en plus, ce travail s'accompagne d'un travail sur l'histoire des quartiers. Donc, ils font parler les habitants qui vont déménager pour leur tourner un peu plus le couteau dans la plaie. Voilà. Alors donc, on leur a répondu dans la convention que c'était vraiment d'une façon très cynique d'aborder ce problème des relogements. Alors, il faut savoir aussi que ça va pas. Alors, il faut savoir que nous, notre lutte sur la maladrerie, elle est patrimoniale, bien qu'il y a tout le volet réhabilitation des logements, des façades, remise aux normes à l'intérieur des logements, qui est présent dans le programme. Mais comme on a la CNL qui s'occupe un peu plus de ces problèmes-là, nous, le collectif, se base sur la défense du patrimoine de la maladrerie. Alors justement, dans cet aspect-là, on a considéré que même que tout quartier soumis à l'ANRU devrait développer une partie patrimoniale de son quartier. Par exemple, dans les années 60, enfin ça a été un peu évoqué ici, dans les années 60, il y a une grande qualité par rapport à la taille des logements, par rapport à ce qu'on fait maintenant, par rapport, les logements sont très éclairés, entourés de verdure, et donc chaque quartier devrait développer cette... Alors je reviens sur la maladrerie. Donc la maladrerie, c'est une vieille histoire avec l'ANRU depuis 2008, où un premier projet avait été présenté de résidentialisation et de démolition. Et donc, les habitants se sont soulevés, le maire a abandonné tout de suite le projet, il a dit d'accord, je laisse tomber l'ANRU. Au cours de l'ANRU 2, ils reviennent à la charge et ils nous représentent le même projet, avec en plus vente à la découpe de 60 logements. Et ça n'a pas tenu parce qu'avec les 600 logements qu'on perdait, on n'a pas eu à se battre trop longtemps, donc ce projet a disparu. Mais par contre, on a mis le paquet sur pas de résidentialisation et pas de démolition. Et on a gagné en 2024, on s'est battu de 21 à 24 pendant 4 ans, et on a gagné, on n'aura pas de résidentialisation parce que la ville a racheté les passages couverts qui appartenaient à l'OPH pour qu'ils deviennent domaine public. Donc on n'aura plus de grilles qui seront posées, enfin il faut rester vigilant, et on n'aura pas de démolition de pavillons qui risquait de faire entrer la voiture dans la maladrerie, qui est un quartier uniquement piéton. Voilà. Merci Catherine. Alors moi à chaque fois dans le stop démolition, je dis que tout est patrimoine. Aujourd'hui, vous allez chez un bailleur, il parle de patrimoine, que ce soit
la maladrerie, que ce soit des bâtiments autres. Ces lieux-là ont une vraie chance parce qu'ils sont tellement uniques qu'ils peuvent se défendre. D'autres quartiers, qui sont plus ordinaires, eux, ont beaucoup plus de mal à avoir de force, comme ça, notamment l'aide des architectes ou de ceux qui les ont succédés. Voilà. Et donc, moi, à chaque fois dans le collectif, je mets aussi un point d'ordre pour dire que tout est patrimoine aujourd'hui, surtout par rapport aux questions qu'on a réglées. Je passe la parole à Siamak du collectif Appui, qui est auprès des locataires. Merci Francis, merci à tous, à Stop Démol, d'avoir organisé cette conférence de presse et tout le travail que ça représente derrière. Je vais être court, mais je vais faire quand même quelques mots sur l'association Appui. Donc Appui, ça veut dire Alternative pour des projets urbains ici à l'international. On est une association qui existe depuis maintenant 13 années, et donc on est intervenu dans une 40aine de quartiers populaires. Et on pense vraiment que dans cette période d'austérité et d'autoritarisme, les habitants des quartiers ont plus besoin que jamais de notre soutien et de votre soutien. Donc nous sommes des militants, nous sommes des professionnels de l'aménagement, et nous qui constituons donc Stop Démolition, on pense que l'avenir des quartiers populaires appartient avant tout à celles et ceux qui y vivent, et imposer des projets urbains aux habitants est à la fois contre-productif et antidémocratique. Donc c'est pour ça qu'Appui accompagne sans contrepartie depuis maintenant 2012 des collectifs d'habitants qui le demandent, en partageant donc des compétences, en produisant des contre-expertises pour remettre les premiers concernés au cœur des projets. Nous œuvrons pour un aménagement plus juste, respectueux des droits et solidaire et pérenne. Donc sur le terrain juridique, par exemple, donc toujours en soutien aux luttes qu'on accompagne, on a donc accompagné la rédaction et le suivi de 4 recours contentieux. Enfin, on accompagne actuellement, en 2025, 4 recours contentieux au tribunal administratif contre des démolitions, donc de plus de 880 logements sociaux. Donc 244 à Igny dans le 91, 486, on en a parlé tout à l'heure à l'Almagar à Roubaix, 150 à Vélizy. Et donc de nombreux équipements publics, des écoles, des routes, etc. Et nous portons donc aussi actuellement des contre-projets dans 7 quartiers avec l'aide des partenaires pédagogiques. Donc c'est les écoles d'architecture qui nous accompagnent, les étudiants qui viennent et qui proposent leurs diplômes et leurs travaux au service des collectifs d'habitants. Alors, à l'Almagar, pour reciter un exemple dont Florian nous a parlé tout à l'heure, donc on accompagne, par exemple, on a accompagné les habitants, on vous a accompagné sur la formulation donc, des alternatives aux démolitions. On est également donc, soutenu par les associations locales de défense du patrimoine, d'urbanisme, de professionnels de l'aménagement. On a vu Myriam Coe tout à l'heure en vidéo. L'APU, on pense à l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille, par exemple, ainsi que par les architectes concepteurs et d'autres qui sont reconnus pour leur travail. Je pense à Philippe Vassal, voilà, qui est venu maintes fois renouveler son soutien au collectif et au quartier. Donc tout ça pour vous dire que nous ne céderons pas face aux incohérences des décisions des maires qui sont un peu autoritaires. Enfin, donc pour faire bouger les lignes en profondeur, Xavier l'a dit tout à l'heure, on accompagne aussi donc, une quinzaine de collectifs sur la rédaction d'une proposition de loi pour la démocratisation et la rénovation urbaine et du logement. Donc on propose dans cette loi qui est écrite par les habitants de créer un fonds d'expertise indépendant qui serait mobilisable par les collectifs, de garantir le droit à l'information. On prévoit aussi la création de comptes à rendre, d'assemblées de comptes à rendre pour que les bailleurs ils nous restituent ce qui a été co-construit, concerté. Et on demande également une animation neutre de la co-construction, par exemple par la CNTP ou autre. Voilà. Donc c'est un travail législatif qu'on est en train de mener avec des habitants, qui est porté par des députés également, et par des associations dont Appui, Passons-nous et la Fondation pour le logement défavorisé. Je termine et je dis juste que c'est que collectivement qu'on arrivera à faire bouger les choses et à proposer une vision plus juste et démocratique, donc des politiques urbaines. Merci. Oui, bonjour, Jacques Épée du DAL Nanterre. Je voulais compléter ce qu'a dit mon ami Étienne tout à l'heure à propos des tours Ayot, qu'on appelle aussi les tours nuages, parce que Ayot a construit dans beaucoup de villes de France.
mais c'est là les tours nuages avec les fenêtres, différentes formes, etc. Et puis une enveloppe en céramique de couleur, enfin c'est très particulier. Et donc, il y a le tiers de ces 1500 logements qui vont changer d'usage. Donc les occupants actuels vont partir petit à petit, être logés dans d'autres quartiers de Nanterre ou ailleurs, s'ils préfèrent aller ailleurs. Et dans les autres tours, celles qui ne vont pas changer d'usage, par contre, il va y avoir une rénovation qui va être faite pour la question de l'isolation thermique. Parce que ces tours-là étaient des passoires thermiques. Ça a été mal conçu à l'époque. Et pour le logement qui vont changer d'usage, comme ils vont rester vides pendant un certain temps, l'isolation thermique va être faite de l'intérieur, et on va garder à l'extérieur les mosaïques, puisqu'elles sont très belles, mais elles coûtent cher. Elles ont tendance à tomber, donc il faut les remplacer, ça coûte très cher. Par contre, pour les logements qui vont rester occupés par leurs occupants actuels, la rénovation thermique se fera de l'extérieur. Ça n'aura plus du tout le même aspect, il n'y aura plus du tout d'histoire de céramique, etc. quoi. Bon, alors, ce qui est important à signaler, c'est que c'est une exception, cette situation-là, parce que l'ancien maire de Nanterre a obtenu de l'ANRU qu'il subventionne l'opération avec tout ce qui va avec, parce que c'est pas seulement l'ANRU qui paye, c'est bien d'autres intervenants, mais sans démolir. C'était pas prévu. L'ANRU, au départ, démolition, reconstruction. Il a obtenu que la plupart des tours de cette cité soient maintenus en place, mais évidemment avec un certain nombre de contraintes différentes. Il faut dire que cette cité a la mauvaise réputation. Quand un logement se libère, le bailleur a souvent du mal à trouver quelqu'un pour le remplacer. Mais les gens qui y habitent, eux, ne souhaitent pas partir. C'est deux choses différentes. Le regard des gens de l'extérieur, qui entendent parler de la délinquance, de ceci et de cela, et puis les gens qui y vivent, qui en général sont contents, à part quelques problèmes qui peuvent exister comme partout. Là. Et donc, cette cité, elle a donc mauvaise réputation. Les gens ne veulent pas y venir, mais ceux qui y sont ne veulent pas partir parce qu'ils ne trouveraient pas l'équivalent ailleurs au même prix. Et en plus de ceux qui y sont très attachés parce qu'ils ont leur relation de voisinage, etc. Voilà. Donc c'était une chose qu'il fallait préciser sur cette affaire. Mais je voudrais ajouter un autre point. Vendredi dernier, à Montpellier, peut-être vous en avez parlé avant que j'arrive, non, il y avait une réunion interministérielle sur la politique de la ville. Et la presse en a un petit peu parlé, en particulier Le Monde, qui a fait un article assez long samedi soir. Et à l'intérieur de cet article, j'ai appris que le logement ne ferait plus partie des problèmes de la politique de la ville. Alors je ne sais pas si c'est une erreur des journalistes du Monde, mais si quelqu'un a une information, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est quand même important, quand même, le logement, pour la politique de la ville. Oui, bonjour. Moi, donc, je rebondis sur le sujet des tours nuages, là, parce que justement, Docomomo a rendez-vous le 18 juillet avec le maire de Nanterre pour voir avec lui comment on peut protéger davantage les tours. Et il a un projet donc de protection MH, monument historique, pour éviter la démolition de ces tours. Alors l'association Docomomo donc soutient beaucoup des associations qu'on a vues jusqu'à maintenant, parce que notre but à nous justement, c'est de montrer les qualités de ces bâtiments qui sont promis à la démolition, justement pour que le regard change sur ces bâtiments. Alors on a Docomomo, c'est 4 syllabes qui sont les premières syllabes de documentation, conservation, mouvement moderne. Donc c'est la protection des bâtiments du mouvement moderne et plus largement des bâtiments du XXe siècle. C'est une organisation française, mais qui est la section française d'une ONG internationale, Docomomo International, qui est présente dans 85 pays. Alors le travail de fond de Docomomo, c'est vraiment de faire un état des lieux de chaque bâtiment et de montrer ses qualités. Donc on a un système de fiches qui est très très détaillé, qui est un gabarit qui sert donc à tout Docomomo International dans le monde entier et qui permet de documenter très précisément et de manière exhaustive les qualités de ces bâtiments. Et comme ce qui a été dit,
tout est patrimoine, parce qu'effectivement, il y a des bâtiments qu'on considère comme ordinaires et qui pourtant, voilà, quand on prend la peine de les regarder, de les comprendre, de se documenter, on peut tout à fait voir toute leur qualité. Et ça nous permet d'appuyer nos démarches par rapport voilà, aux élus et tous les gens qu'on rencontre, voilà, d'avoir ce document qui permet vraiment d'attester, de démontrer les qualités d'un bâtiment. Et d'autres, pour que cet argument qui est, bah non, ça sert à rien de le réhabiliter parce qu'il n'a pas de valeur, de qualité, voilà. Donc déjà, ça permet d'évacuer cet argument-là. Le deuxième argument qu'on a toujours, c'est, ok, bon d'accord, ça a des qualités, mais c'est impossible à réhabiliter. Donc là aussi, notre action, c'est de démontrer que c'est possible de réhabiliter, donc de réunir tout un tas de cas d'études et de bonnes pratiques, d'exemples de réhabilitation qui ont été faites et voilà, par lesquelles on peut démontrer très, très factuellement que c'est possible de réhabiliter. Voilà. Et après, on a un autre volet de notre action qui est d'appuyer donc beaucoup d'associations là qu'on a vues là de manière très ponctuelle, mais enfin très active. On participe à une action de justice pour la Butte Rouge. Les tournuages de on a rendez-vous avec le maire le 18 juillet. On soutient une démarche contre une démolition à Fort-Bar de Touraillot également. On a une mobilisation dans les Hauts-de-France, là, justement pour l'Almagar qu'on soutient. Et voilà pour le foyer Moïse à Rouen. Enfin voilà, tout un tas d'endroits. La salle Basilique aussi, où il y a des démolitions partielles, mais qui sont très très dommageables. Voilà, donc c'est le troisième, je dirais, volet de notre action. Et je finis par une journée d'études qui est organisée le 18 octobre prochain à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à laquelle vous êtes tous conviés. Voilà, donc justement, on va parler de cas concrets, les qualités des bâtiments et comment les mettre en valeur pour éviter les démolitions. Voilà. Merci. Donc, je vais reparler de la Butte Rouge. Pour vous raconter un petit peu comment ça se passe au niveau des prises de décision institutionnelles. Alors, on est tous conscients qu'il faut que les lois évoluent et que les porteurs de projets, bailleurs sociaux, maires, etc., établissements publics territoriaux, tiennent compte des avis qui sont prononcés. Alors, à la Butte Rouge, on a eu une première enquête publique en 2021 qui concernait une modification du plan local d'urbanisme pour pouvoir faire la rénovation urbaine de la Butte Rouge, qui n'est pas évidemment une réhabilitation des bâtiments. 80% des personnes interrogées, plus de 80% des personnes interrogées ont prononcé un avis négatif sur ce projet. Le commissaire enquêteur a prononcé un avis positif. Et donc c'est déclaré en faveur du projet. Les associations locales ont porté l'affaire devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a cassé la modification du PLU qui était concerné. Le porteur de projet, la mairie, le PT n'ont pas fait appel à cette décision, simplement parce qu'ils l'ont ressorti ensuite dans le PLUI, donc intercommunal. Le PLU, la législation sur les PLU évoluant, ils sont dit, bon, de toute façon, on va faire la même chose. Et donc, ça, c'était 2023. Les associations locales et le préfet avaient quand même fait pression pour que la Butte Rouge soit classée en site patrimonial remarquable. La mairie a fini par faire les dossiers pour ce classement, mais un classement qui est absolument ridicule. C'est moins de 50% de la Butte Rouge qui est classée. Et en plus, dans le SPR qui a été prononcé, il y a une grande partie des bâtiments qui peuvent être démolis. Donc, en fait, c'est un SPR qui protège pas grand-chose, même si les règles de construction de ce SPR sont en cours d'élaboration. Nous, on a quand même vu les plans où il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent être démolis. Donc, pour le classement SPR, la Commission nationale du patrimoine avait eu à se prononcer. Elle n'a pas pu prononcer un avis ni dans un sens ni dans l'autre, ni favorable ni défavorable, parce qu'il fallait qu'il y ait plus de la moitié des personnes qui siégeaient qui se déclarent dans un sens ou dans un autre. La mairie a fait comme si la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture avait émis un avis favorable. Bon, on les a rappelés à l'ordre, ils ont été obligés de remodifier un petit peu leur communication sur ce plan.
Sur le classement SPR, il fallait qu'il y ait un décret du ministère de la Culture. Eh bien, Rachida Dati a pris ce décret l'année dernière entre les deux tours des législatives, au moment où ça sentait pas très bon, en particulier pour les LR. Donc, l'arrêt est sorti. On a fait un recours, là encore, contre ce classement SPR pour essayer d'obtenir le classement de la totalité de la butte rouge. Et là, il y a une nouvelle enquête publique qui vient de se terminer, nouvelle enquête publique qui porte sur la rénovation de 3 bâtiments dans un ensemble qui en compte 216, et donc enquête publique environnementale et sur le projet architectural sur les 3 bâtiments en question. Et dans cette enquête publique, eh bien, on voit que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours la disparition de 1700 logements sociaux dans la butte rouge. Donc, en fait, dans les évolutions législatives, on parlait d'évolutions législatives sur une autorité indépendante qui statuerait sur la qualité des bâtiments, etc. Eh bien, il faudrait aussi qu'il y ait une évolution législative pour que les décisionnaires tiennent compte en fait des décisions qui sont prises, qui ont été actées par des tribunaux, qui sont actées par la commission du patrimoine, etc. et actées aussi par l'avis des populations. En fait, ils avancent avec leur bulldozer. Alors, on les retarde. Nous, ils nous ont dit qu'on leur a fait prendre 5 ans de retard. On est content parce que ça veut dire qu'on a quand même été actifs, on a quand même été efficace. Mais il faudrait quand même qu'il y ait aussi des lois qui disent bien les autorités locales doivent tenir compte et doivent, si leur projet ne passe pas pour des tas de raisons, eh bien ils doivent interrompre leur projet. Je me posais la question, je me disais, mais avant que l'ANRU arrive dans chaque ville pour présenter un projet d'ANRU, bah, y a bien une signature d'une association, que ça soit local ou que c'est... Sans la signature, bah, je ne pense pas que l'ANRU peut se projeter pour faire ce projet-là. Ça veut dire que pour moi, je me pose la question, je me dis, qui attaquer avant tout? Les personnes qui sont habitants dans nos quartiers et qui signent ce projet d'ANRU, ou aller voir tout de suite l'ANRU et leur demander des explications? Parce que l'ANRU vient avec son projet, dans chaque ville, présente son projet, mais sans qu'il n'y a pas une signature de la part d'une association ou d'une personne habitant de la ville, bah, le projet ne peut pas se réaliser. Ça aussi, il faut être réaliste dessus. Ça veut dire que pour moi, je me dis, on a beau aller crier à l'ANRU ou aux autres, etc., aux personnes concernées, que ce soit la mairie, que ce soit les bailleurs sociaux, mais avant tout, il ne faudrait pas régler nos conflits à l'intérieur de nos quartiers pour éviter que derrière l'ANRU vienne et se présente son projet si facilement et que derrière le projet ANRU se réalise. Voilà. Merci. Il n'y a pas de projet ANRU s'il n'y a pas le bailleur et la mairie qui est d'accord avec. Voilà. Donc ceux qui signent, ceux qui sont demandeurs, c'est vraiment la mairie et le bailleur. Donc c'est vrai que avant peut-être d'aller voir l'ANRU, il faut peut-être aller les voir eux pour savoir pourquoi ils ont engagé cette rénovation et pourquoi il n'y a pas eu de concertation avec les habitants avant. Je crois que c'est vraiment le premier point. Non, mais moi je comprends très bien ce qu'il dit parce que je l'ai vécu. Diabé, en fait, il parle d'un quartier, de son quartier, et en fait c'est des gens à l'intérieur de son quartier qui se sont pas du tout opposés au projet. C'est-à-dire des voisins, des gens qui ont validé la concertation sans même parfois la connaître, sans même reconnaître les tenants et les aboutissants, mais c'est une réalité. Considérer qu'il y a une unanimité de fait, a priori, contre les démolitions à l'intérieur du quartier, c'est une vue de l'esprit. Je veux dire, il ne faut pas perdre de vue que là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'enquête CRS, c'est l'Ipsos, par le CESES, là, qui l'a dit, 70% des relogés sont satisfaits ou indifférents de leur relogement. Ah, croyez-moi, nous, et je pense Diaby, il pense à ça, il pense à Monsieur Sancaré, qui dit pas le français, qui est président de l'association de l'amicale des locataires et du conseil de quartier, qui signe les CUS, j'ai pas peur, on l'a dénoncé, il n'y a pas de publiquement à mains égards, qui signe les contrats de ville, les CUS, les concertations, les chartes, etc. depuis 20 ans, qui prend des photos avec la maire d'un côté, le préfet de l'autre, et sans savoir lire le français. Voilà. Donc, est-ce qu'il est responsable, lui, ou est-ce que c'est ceux qui le manipulent et qui l'utilisent
qui sont les premiers responsables, ça c'est une autre question. Mais il faut garder ça en tête. C'est pour ça que moi j'entends, oui très bien. Et là c'est un débat qu'on a ensemble. Les habitants, la concertation, les habitants, la concertation. Nous c'est nos propres potes, hein. C'est nos amis, c'est les amis Diabé, etc. qui étaient avec nous. Et quand ils ont reçu les premières propositions de relogement, ils ont dit attends, moi là ça fait 8 ans que je suis en demande de mutation. Là, si je vais devant la mairie, la maire elle va me voir et après elle va me rayer du relogement et elle va m'envoyer, pas me donner l'appartement qu'elle me propose. Donc ça c'est une réalité qu'on ne peut pas mettre sous le tapis aujourd'hui. Merci. En fait, c'est assez difficile de demander la solidarité quand il y a de l'intérêt particulier. C'est très difficile d'obtenir. Et du coup, la question de la démolition, elle n'est pas forcément d'intérêt particulier de chaque locataire, elle est plutôt d'intérêt général au sein de notre société. Oui, la revue Construire, qui est publiée par des architectes d'urbanisme, est membre depuis l'origine du collectif Stop Démolition. Et je trouve que les débats, toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui sont passionnantes, hein, et montrent chacune, avec ses particularités, l'irrationalité sociale et l'aberration que constitue la politique de démolition. Donc, mais une fois qu'on a dit aberration, irrationalité, il faut chercher, malgré tout, à mon sens, une logique derrière ça. Qu'est-ce qui justifie d'avoir mené cette politique et de la poursuivre, même si elle va emprunter peut-être d'autres voies. Francis disait tout à l'heure, pour moi tout est patrimoine. C'est vrai que pour les organismes HLM, tout est patrimoine. En organisme HLM, c'est un gestionnaire de patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à un organisme HLM? Aujourd'hui, et depuis déjà un certain nombre d'années, c'est vous n'aurez plus de fonds publics, il n'y a plus d'argent. Donc si vous voulez avoir une politique patrimoniale, une politique d'entretien, une politique de réhabilitation, etc., il faut que vous vous autofinanciez et donc que vous puisiez dans votre patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est les logements, c'est les bâtiments. Donc soit vous vendez les logements à un autre gestionnaire et vous, avec la plus-value réalisée, vous poursuivez votre politique, soit vous les démolissez et vous vendez de la charge foncière à des promoteurs. Il n'y a pas d'alternative. Sur la question de la vacance, on dit qu'il y a de la vacance, il va y avoir de plus en plus de vacances, avec désormais l'interdiction de mise en location des passoires thermiques, un nombre croissant de petits logements dans le parc privé en centre-ville sont interdits de location. La seule solution pour les louer, c'est de les réhabiliter en utilisant les financements qui existaient. Il n'y aura plus de financement, il n'y a plus d'aide à la rénovation thermique. Donc il va y avoir de plus en plus de vacances. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme logique? On retrouve la logique financière. Il n'y a plus d'argent. Bon, l'État a décidé qu'il n'y aurait plus d'argent pour le logement, que les organismes HLM devront se débrouiller comme ils le pourront, et les demandeurs de logement devront se débrouiller comme ils le pourront, puisque là, et c'est dans tous les discours, la priorité maintenant c'est de réorienter les budgets de l'État vers l'économie d'armement, vers le financement de la guerre, vers dépasser les 2% des dépenses publiques au bénéfice du budget de la défense, etc. Donc la question que je pose, c'est comment continuer comme ça, c'est-à-dire comment faire face aux besoins sociaux et le besoin en logement est un des principaux besoins sociaux dans ce pays. Comment continuer, comment faire face à ces besoins si on continue dans une logique de négation des besoins sociaux et de financiarisation et de militarisation maximum de la politique de l'État. Voilà. Bon, et la question que je voudrais poser aux organisateurs, c'est comment vous voyez la suite? Comment vous voyez la suite après cette conférence de presse? Vous savez, on s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui. Que démolir les murailles était une bêtise, que démolir la butte rouge était une folie, que le projet de l'Almagar était l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire. Beaucoup de choses. Et à un moment donné, j'ai dit, chiche Madame Yana, chiche Monsieur Vergrit, chiche Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République. Et quand je dis chiche, c'est pas chiche
imaginons ce qu'on peut faire, peut-être demain. C'est chiche, parlons-en, discutons, rencontrons-nous. Et pas dans 6 mois, et pas dans 10 mois. Parce que la temporalité institutionnelle n'est pas la temporalité habitante. Donc chiche, rencontrons-nous, discutons-en, et parlons-en, et dans les plus brefs délais. Donc voilà, chiche. Immédiatement. Le plus rapidement possible. Oui, effectivement, parce que ce débat, il est urgent. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont encore en train de démolir, pendant qu'on est en train de discuter. Comme l'expliquait Inès tout à l'heure, à Toulouse, ils ont démoli tout un tripode, le tripode Luc, qui était un des plus beaux tripodes du quartier. Ils sont tous beaux, ils sont tous semblables, et ils sont tous de grande qualité. Un tripode, c'est 260 logements environ. Et il y en a 7 comme ça qui sont visés par la démolition. Et donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons de continuer notre action en élargissant et en premier lieu, à l'occasion des élections municipales prochaines. On va préparer un questionnaire, on va proposer à tous les collectifs de l'adresser à tous les candidats. Est-ce qu'on peut, comme l'expliquait Étienne tout à l'heure, est-ce qu'on peut continuer à démolir alors qu'on manque de logements? Ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est inadmissible d'accepter la démolition des logements HLM. La deuxième chose, c'est que, d'une part, on va s'adresser à tous les candidats, on va faire en sorte que le débat se mène publiquement, devant tout le monde. Parce que ce qui est très important, c'est que ce qu'on a commencé à faire, c'est de mettre sur la place publique cette question, de débattre. Mais nous ne cherchons pas à débattre pour débattre, nous cherchons à débattre pour arrêter le massacre, arrêter les démolitions. Et donc, de ce point de vue, nous avons décidé de nous adresser aussi au président de l'ANRU. Le président de l'ANRU qui vient d'expliquer qu'il faut donner un nouveau caractère social aux actions de l'ANRU, etc. Et nous estimons, dont acte, exactement, chiche dont acte, en 2 termes, ce sont tous les termes que nous allons utiliser parce que nous voulons être reçus aujourd'hui par le président de l'ANRU tout de suite, de manière immédiate. Et de ce point de vue, on a tous les éléments pour être reçus. Parallèlement, la lettre ouverte qu'on va, encore une fois, envoyer recommander au président de la République, à la fois pour être reçu avec copie à tous les partenaires, à tous les ministres, à tous ceux qui sont aujourd'hui pour partie liés à la défense ou pas du caractère d'intérêt public de la défense de ce patrimoine. Parce qu'il faut bien comprendre que nous faisons aujourd'hui de cette question une question publique parce que c'est d'intérêt public. Voilà, c'est tout. Et donc, tous ceux qui peuvent aujourd'hui nous aider à propulser, à élargir ce combat-là, par tous les moyens, et nous remercions bien évidemment les syndicats, Docomomo, etc., toutes les associations, tous les syndicats, et y compris les collectifs, de nous aider à travailler dans ce sens. Merci Michel. Moi, je voudrais, moi qui ai encore une intervention dans le public, on va terminer la conférence. Et Adrien, tu voulais intervenir? Bonjour, je suis Adrien Enoch, je suis architecte et enseignant à l'ENSA Normandie dans le domaine d'études transformes. En fait, je voulais parler un peu peut-être du rôle des écoles d'architecture là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un gros travers des écoles qui n'ont pas pris à bras-le-corps ce sujet-là. Nous, on entame le semestre prochain un travail sur le quartier de la Grand-Mare, juste au-dessus de l'école, qui, à ma connaissance, n'a pas été vraiment fait avec des étudiants en projet d'architecture. Ça a été fait avec des sociologues à l'école, ça a été fait avec des historiens parfois, mais pas vraiment du côté, avec les élèves des écoles d'architecture. Et je pense que, donc, qui est aussi enseignante à la Villette, on amène ces sujets parce que justement, on a l'impression que c'est en infusant, en fait, à travers les écoles, qu'on va pouvoir aussi faire des praticiens qui seront engagés pour se dire il y a une autre manière de faire autrement. C'est vrai que les étudiants qui arrivent dans les écoles d'architecture, ils se disent moi je vais peut-être être l'architecte un peu créateur pour le futur, et ils n'envisagent pas leur métier comme une façon de réparer, d'échanger avec les gens, de co-construire, etc. Pour l'instant. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur la pédagogie. J'espère que ça va faire florès les années suivantes.
Nous, on a travaillé 3 années de suite via appui, là, avec l'école de la Villette, avec 3 groupes d'étudiants, et ça nous a apporté une contre-expertise. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans le travail des étudiants, ce que j'ai compris de l'école de la Villette, c'est qu'ils devaient faire leur preuve de leur capacité à travailler avec les habitants. Donc ils ont travaillé avec les habitants, et on essaye encore de se servir du travail qui a été fait.